Bienvenue sur le plateau de la Web TV du quotidien national d'information Horizon. Le rendez-vous de l'histoire d'aujourd'hui est consacré aux crimes coloniaux. Le 1er et le 2 décembre de ce mois de décembre 2025, Alger a abrité une conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique. Les participants à cette conférence ont adopté une déclaration finale d'Alger où il est demandé le rétablissement de la justice tout en accomplissant un devoir de mémoire à l'égard des victimes du colonialisme. Et par devoir de mémoire, notre émission revient sur le massacre de l'Arwat, perpétré par l'armée coloniale française le 4 décembre 1852. Avec nous pour en parler, M. Lazhari Labter, il est écrivain et éditeur. Bienvenue, M. Lazhari Labter. Merci beaucoup, cher Mohamed, merci beaucoup, cher confrère, pour cette invitation. En ce lieu qui m'est cher, en tant qu'ancien journaliste, donc c'est un lieu historique, le Moujahid et Horizon. Et effectivement, il était important dans ce contexte d'évoquer, même si ça a été fait à plusieurs reprises, de revenir sur ce moment très important de l'histoire de notre pays, de l'histoire de la Guadeloupe en particulier, symbolisé par le 4 décembre, donc l'assaut contre la ville de la Guadeloupe, où a été perpétré un véritable crime contre l'humanité. On peut appeler ça crime contre l'humanité ou génocide. Il faut juste préciser que la journée du 4 décembre est une journée symbolique, parce que c'est là où il y a eu le plus de massacres. Mais en fait, les massacres ont commencé bien avant. Le 2, le 3 décembre, le 4 bien sûr c'était le summum, le summum, et ensuite le 5, le 6, le 7, le 8, ça s'est prolongé sur pratiquement une semaine, puisque les résistants ont été, ou du moins les résistants qui ont pu rester, qui ont pu s'échapper en allant dans les jardins, ont été poursuivis un par un et abattus un par un dans les jardins de la ville. Donc pour revenir en détail sur cet événement tragique, vous avez édité un ouvrage intitulé « L'Arwat, la ville assassinée » ou le point de vue de Fromentin. Oui. C'est un témoignage, disons, c'est un écrit qui témoigne sur les atrocités commises par l'armée coloniale française dans la ville de l'Arwat en décembre 1852. Pouvez-vous nous dire si vous n'avez pas éprouvé beaucoup de difficultés à réunir la documentation, c'est très important, des archives, des témoignages concernant ce crime qu'on peut qualifier un crime contre l'humanité? C'est un crime contre l'humanité. En fait, la Guadeloupe, la ville assassinée, ou le point de vue de Fromentin, qui est un récit, qui revient sur la journée du 4 décembre, mais inscrite dans le contexte global, n'est pas le premier livre. Puisque bien avant, en 1999, pour la revue Tassili, la revue de bord de Air Algérie, j'avais, avec mon ami photographe Ammar Bourras, à la demande des responsables de la revue à l'époque, j'avais fait un reportage à la Guadeloupe où j'avais évoqué, à l'occasion en fait du millénaire, de la fête du millénaire de la Guadeloupe. J'avais publié ce reportage sur lequel j'étais revenu avec cet ouvrage-là, qui s'appelle « Retour à la Guadeloupe 1000 ans après Beni Hillel », où je parle de l'histoire de la ville de la Guadeloupe, je parle des grandes figures de la ville de la Guadeloupe, ils sont connus, le grand poète Abdallah Ben Kerri, le résistant Ben Nasser Ben Chouhra, le grand musicologue et musicien Rey Malk, etc., etc. Et dans ce petit livre, j'évoque pour la première fois, nous sommes en 2000, j'évoque pour la première fois le mot génocide et le mot crime contre l'humanité par rapport à ce qui s'était passé le 4 décembre. Plus tard, il y a eu un chercheur en histoire de la Guadeloupe qui s'appelle Mohamed Chtih, un ami, qui est revenu sur l'histoire avec un autre ouvrage qui s'appelle La bataille de la Guadeloupe, Am el-Khalia, et ce mot est très très important, Am el-Khalia, et depuis... L'année du vide. L'année du vide, l'année de l'anéantissement. Pourquoi j'ai choisi le titre « La ville assassinée » dans ce récit à deux voix? C'est-à-dire que j'interviens moi pour raconter cette histoire, qui remonte à loin, évidemment, pour raconter cette histoire sur la base d'archives, sur la base d'informations et de chiffres étayés, prouvés, sans aucune contestation possible. Et je donne la parole à Fromentin, qui est le peintre Rochelet, le peintre très connu, parce qu'il nous a laissé l'un des témoignages les plus probants, les plus intéressants, peut-être les plus objectifs, sur
le massacre de la ville de la Goutte, sur ce génocide. Pourquoi? Simplement parce que Fromentin était arrivé dans la ville de la Goutte en plein été, c'était le 3 juin 1853. Donc il arrive dans la ville 6 mois après le massacre, la ville était encore sous le choc, la ville sentait encore les puanteurs des cadavres, et il rentre dans la ville, et à partir du moment où il rentre, il nous décrit dans le détail les horreurs absolues qui ont été commises par l'armée française. Non seulement il nous a laissé un témoignage très important, mais il nous a laissé des peintures, ce qui est très rare. Il nous a laissé des toiles qui nous montrent ce qu'était la Goutte en 1850. Et ça, c'est très important. Pourquoi Fromentin? Parce que simplement, le mot qu'il utilise traduit exactement ce que la mémoire populaire, ce que le génie populaire a trouvé comme expression. Il n'y a pas mieux pour parler de ça. Am al-Khalia, l'année de l'anéantissement. Ça veut tout dire. Khalat, sur le robe al-Khali. C'est ce qu'on dit en langue populaire, c'est Khalat. Khalat, ça, c'est bon. Il n'y a plus rien. Et Fromentin parle de ville assassinée. Dans son ouvrage Un été dans le Sahara, il dit ceci: je suis entré dans une ville qui est morte de mort violente. Après, il revient sur ça et il rajoute, j'allais dire assassiné, et le mot assassiné est en italique dans le texte. Ça veut tout dire assassiné. Am al-Khalia, nous sommes devant, sans aucune contestation possible, devant un génocide, un crime contre l'humanité. Donc à l'époque, on évaluait la population d'El Rouat généralement à 4000 habitants. Et à première vue, je pense qu'il y a eu quelque chose comme 2500 habitants de El Rouat, entre femmes et enfants, et bien sûr, et personnes âgées qui ont été carrément exterminées, c'est-à-dire sauvagement tuées. C'est exactement le mot. On a eu affaire à l'extermination d'une population. La population de la Goutte. D'ailleurs, le mot ville n'est pas approprié comme expression, c'était un ksar. La Goutte est située sur les hauteurs du Djebel Tizgrarin. Elle est en amphithéâtre. C'est comme une grenade ouverte. Elle est du côté sud et du côté nord, avec 4 portes qui entourent les remparts. 4 portes qui donnent sur le nord, sur le sud, l'est ou l'ouest. C'était ça la Goutte, il faut l'imaginer comme ça. 4000 habitants, pourquoi on dit 4000? Parce que nous savons avec certitude qu'il y avait 600 maisons. Un calcul très très simple d'une moyenne de 7 personnes nous donne 7 personnes par famille, puisque les familles n'étaient pas nucléaires, c'était des familles, réunies, de grandes familles. 7 à 8 par maison, par âme, nous donne le chiffre de 4000 à 4500 habitants. Sur cela, quand le massacre s'est terminé, les chiffres que nous avons varient de 2300 à 3200. Certains vont plus loin que ça. Nous savons que les 3/4 de la population ont été décimés. Ils sont estimés aujourd'hui à 3000 à 3500 personnes sur les 4000. Il est resté dans la ville, ça nous le savons avec certitude, de la bouche même des généraux français. Il est resté dans la ville 500 personnes, essentiellement des femmes et des enfants. Qui ont été épargnés, entre guillemets, qu'on a traités comme des bêtes, puisqu'on les traînait le matin à l'ouette pour les faire boire comme les bêtes, et ils vivaient toute la journée avec 2 biscuits militaires par jour. Voilà la situation. Évidemment, le summum de l'horreur qui a été atteint, et nous avons le cimetière des martyrs du 4 décembre 1852 à l'entrée de la ville de la Goutte, qui est là pour témoigner de ça. C'est un certain nombre de résistants qui ont été attrapés, ont été emprisonnés, ont été mis dans des sacs de jute, et on les a brûlés vifs, blessés et pas blessés. On les a brûlés vifs. Et c'est peut-être là qu'intervient cette histoire sur laquelle ce n'est pas la peine de revenir longtemps, de chloroforme. Je pense que comme il était difficile de mettre le feu à 80 sacs, un par un, on a dû utiliser par exemple ce qui restait du chloroforme comme de l'essence pour les mettre sur les sacs et puis mettre le feu. Rien d'étonnant vu que l'armée coloniale française a même mené des enfumades, disons, sauvages, c'est-à-dire c'est vraiment inhumain dans les grottes de Dahra. Donc, Oulad Riyah menait des massacres, c'était pas vraiment Zaatcha, c'est-à-dire mener un massacre pareil à la Rouat, c'était pas vraiment pour eux. Il n'y a pas de retenue quelque part. En fait, ce qu'on sait, ce qu'il faut dire, de toutes les façons, il n'y a rien aujourd'hui à prouver, c'est leurs propres écrits qui témoignent contre eux. Rien. C'est une politique systématique
qui a été dirigé depuis la prise d'Alger en 1830 jusqu'à la conquête, entre guillemets, ou la prise de la totalité du pays en 1900 à Ain Salah, où a été commis également un massacre qu'on ignore. J'ai visité. Voilà, le fameux cimetière à ciel ouvert. À ciel ouvert, une centaine de cavaliers qui étaient tombés sur place, qui sont momifiés d'abord, jusqu'à aujourd'hui, on peut les voir. C'est des martyrs que la population d'Ain Salah garde jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et qui sont des témoins vivants de ce qu'on est en train... J'ai visité ce cimetière. Donc toute la colonisation a été jalonnée de massacres, a été jalonnée de génocide, a été jalonnée d'horreur absolue, sur la base d'ordre venu de très haut, c'est-à-dire c'était une politique d'État. Il ne faut pas se tromper. Qui était dirigée à partir de Paris à l'époque. Absolument. Pas à partir d'Alger. Bugeaud était l'exécuteur de cette politique à travers ce qu'on sait, sa doctrine de la terre brûlée. Ne laissez rien subsister, ni arbre, ni animal, ni humain. Détruisez tout. Parce que ces gens sont des sous-humains. Et d'ailleurs, à ce propos, ça nous rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps et qui se passe encore à Gaza. Quand les militaires sionistes parlent des Palestiniens comme étant des animaux qu'il faut exterminer. Je pense que l'image est exacte. C'est exactement ça. Pour l'armée française, pour les politiques français, nous n'étions pas seulement des indigènes, nous étions des animaux à exterminer. C'est ça l'horreur. Et bien sûr, quand on parle du massacre de l'Arwat, on parle du résistant Ben Nasser Ben Chouhra, qui est une figure historique dans la région. C'était pratiquement lui qui avait mené la résistance, qui était aussi un compagnon et un officier, je pense, de l'Imam Abdelkader lors de sa résistance. Donc, pouvez-vous nous parler sur cette personnalité, c'est-à-dire la personnalité de Ben Nasser Ben Chouhra? Ce qu'il faut dire, avant de dire d'un mot la résistance, parce que c'est très très important ce chapitre de l'histoire de l'Algérie, ce qu'il faut dire, c'est que face à l'armée française, face aux colonnes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce sont des colonnes militaires qui étaient venues de plusieurs régions du pays, sous la direction du général Pélissier, du général Youssef, du général Buscaren, du général Pain, de Pain, etc. Donc se sont amassés dans la ville, c'est 6 000 soldats de l'élite de l'armée française. Le nombre des soldats français était supérieur au nombre des habitants de Connaissez-vous à 1000 personnes, on mesure 1000 sur les 4000, quand on enlève les femmes, les enfants, on mesure de se battre. Alors, on a 6 000 soldats sous la direction de généraux, disposant des armes les plus modernes de l'époque. Des canons, des obusiers, des fusils d'assaut, etc. etc. Tout ce qu'on connaît dans les armées, le train, tout ça, toute la logistique. Ils sont là, entourant la ville, du côté notamment de l'Est et de l'Ouest, et à l'intérieur de la ville, il y a 1000 personnes, 1000 individus en mesure de se défendre, de se battre. Avec des armes rudimentaires. Avec des armes rudimentaires. Quelques fusils, un canon, on sait qu'il y avait un canon dans la ville, quelques fusils rudimentaires, et puis le reste, ça peut être n'importe quoi, des gourdins, des frondes, des tire-boulets, tout ce qu'on veut, de la pierre, comme le faisaient les Palestiniens, des pierres, ils jetaient du haut des remparts et ainsi de suite. Voilà la configuration de ce qu'on appelle bataille, qui n'est pas une bataille. Parce qu'il n'y avait pas une guerre, il n'y avait pas l'armée de la Guati en face de l'armée française. Il y a l'armée française qui était venue pour massacrer en face de résistants retranchés à l'intérieur de la ville. Sous la direction évidemment de grands dirigeants, Mohamed Ben Abdallah, le shérif de Ouargla, qui était à l'intérieur de la ville, de Ben Nasser Ben Chouhra, le grand résistant, qui a tenu pendant 34 ans, il faut le dire, 34 ans, il a donné du fil à retordre à la France. D'ailleurs, qu'il a appelé le marin du désert. Le marin du désert. Ils n'ont jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il y avait Telli Belkhal, il ne faut pas l'oublier, et Yahya Ben Ma'ammar. Donc il y avait Ben Nasser Ben Chouhra et Mohamed Ben Abdallah et leurs lieutenants, si je puis dire, qui sont Yahya Ben Ma'ammar et Telli Belkhal. C'est sous la direction de ceux-là que la résistance s'est opérée. Et elle a été opiniâtre, acharnée, sans merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résistants à l'intérieur du pays avaient été dans leur pleine force
n'étaient ni évanouis, ni malades, ni touchés par une quelconque autre arme qui les aurait paralysés. Ils étaient là dans leur pleine forme et ils se sont battus, selon tous les témoignages que nous avons de tous les généraux français, de toutes les archives qui existent, jusqu'à la dernière minute. Et Fromentin nous dit, mais d'autres aussi, le Ksar de la Gouatte, la ville de la Gouatte a été prise terrasse par terrasse, maison par maison, quartier par quartier, jardin par jardin, palmier par palmier, pendant une semaine. Et ça nous rappelle, c'est un fait de résistance extraordinaire. Ça nous rappelle la prise de Constantine qui s'est faite quartier par quartier, terrasse par terrasse. Et la résistance des Arachas aussi, quelques années après, mètre par mètre pratiquement. Donc, Mais devant le nombre considérable de l'armée française, qui quand Pélissier a réussi du haut du mausolée de Sidi El-Hajj, ici sur le côté est de la ville, à faire la brèche jusqu'à aujourd'hui, on appelle cet endroit la brèche. Avec les canons à ouvrir une brèche dans la muraille du côté est, c'est eux qui le disent. Il y a eu un déferlement de ces soldats à l'intérieur de la ville et le massacre a été horrible. D'ailleurs, on parle de fleuves de sang. J'ai lu des témoignages concernant ce massacre. Voilà. Donc maintenant on revient aux crimes coloniaux, c'est-à-dire quand on parle de ces crimes-là, de ces massacres qui se sont déroulés durant la conquête coloniale française. Évidemment, là il y a un travail de mémoire à faire, mais aussi il y a un travail, c'est-à-dire on doit demander des comptes à ces empires coloniaux, en particulier la France. Donc, Monsieur Lazhari, comment voyez-vous cette bataille actuelle, cette bataille de reconnaissance des crimes coloniaux? Bon, des fois, on est vraiment très révolté quand on écoute un autre discours à partir, par exemple, de certains courants politiques en France qui parlent de colonisation civilisatrice, c'est-à-dire d'effets, disons, d'actes de civilisation menés par la colonisation dans les pays, en Afrique, surtout les pays colonisés. Donc, selon vous, que faut-il mener pour que la vérité soit dite et surtout que ces crimes soient reconnus par les criminels? Moi, je pense qu'il faut, avec tous nos soutiens au niveau international, et notamment en France, concernant l'Algérie, il faut travailler. Il faut travailler à déterrer la vérité. Il faut écrire des livres. Il faut donner des bourses d'études à nos étudiants pour aller sur place et aller chercher dans les archives françaises, dans la presse française, les témoins qui sont encore là. Il y a des choses. On peut faire parler tout. On peut faire parler des tableaux de peinture, on peut faire parler des cartes postales, on peut faire parler des photos de l'époque. La poésie populaire. On peut tout faire parler. Donc, il y a cet aspect. Et nous avons la chance d'être relayés de l'autre côté, je parle de l'Algérie évidemment, d'être relayés de l'autre côté par des amis qui ont à cœur justement à ce qu'on arrive à ce que la France reconnaisse qu'elle a commis de véritables crimes contre l'humanité, pas seulement à la Gouatte, mais dans toute l'Algérie. C'est ça qui est demandé. Nous ne demandons ni pardon ni rien d'autre, en tout cas en ce qui me concerne. Nous n'avons rien à faire avec le pardon. Ce que nous voulons, c'est qu'ils reconnaissent. Comme certains ont reconnu des crimes qui ont été commis contre d'autres peuples, les Allemands contre les Juifs et ainsi de suite. Que la France reconnaisse simplement que c'est un crime. Un pas a été fait. Mais après, on est revenu en arrière. Non, il faut avoir le courage de dire oui, la France officielle, l'État français de l'époque, a commis un crime contre l'humanité, contre le peuple algérien. La conférence qui se tenait récemment à Alger a élargi le spectre, a élargi la focale, et ça c'est une excellente chose, en le mettant au niveau de toute l'Afrique. Parce que nous, on parle du colonialisme français, colonialisme de peuplement, colonialisme de crime, colonialisme de génocide qu'on a connu nous. Mais il y a eu le colonialisme portugais, il y a eu le colonialisme allemand, il y a eu le colonialisme espagnol, italien, belge, etc. Et français, évidemment. Tout cela. C'est tout cela qui, rassemblé aujourd'hui, peut avoir plus d'impact. La voix des Africains peut avoir plus d'impact. Et ce qui s'est passé à Alger récemment avec la déclaration, qui annonce un certain nombre de mesures, de principes, de revendications, elle est capitale.
Il faut que ce combat soit relayé par nos amis qui se trouvent à l'extérieur, comme ils le font d'ailleurs, à travers le comité Laguat France, dirigé par notre ami Pierre Monsa, Melika Sandrine Charlemagne et Mina Kassi, journaliste, notre consoeur, qui font un travail formidable de l'autre côté. Et c'est grâce à eux, quand ils ont relayé le combat que nous menons ici, qu'on a réussi, il y a un an, le 4 décembre de l'année dernière, à mettre une plaque explicative et commémorative à côté de la plaque rue de la Goutte à Berbès. Les gens passaient par là-bas, ils voyaient rue de la Goutte, ça leur renvoyait à quoi? Mais les Français, quand ils ont apposé cette plaque en 1864, c'était pour le fait d'armes. Pour glorifier la victoire. Pour glorifier la victoire. Alors que maintenant, nous savons que c'est écrit sur la plaque, noir sur blanc, crime de guerre. Nous aurions aimé que le texte adopté soit celui qu'on avait proposé, parce qu'on a proposé un texte en disant crime contre l'humanité. Bon, mais on ne peut pas tout avoir, mais on considère que c'est un acquis, c'est un pas en avant. Il y a tellement d'autres à faire. Et j'espère que d'ici l'année prochaine, puisque nos amis comptent l'année prochaine, si ça se passe bien, venir en Algérie pour commémorer le 174e anniversaire de la prise de la ville de la Goutte, j'espère que d'ici l'année prochaine, la deuxième revendication soit acceptée, c'est celle de nous restituer ce qui a été volé. Je dis bien volé. Ce n'est pas le pillage des biens comme ça a été fait en Afrique. Non, c'est un vol. La clé de la ville de la Goutte, une des clés des 4 ports de la ville de la Goutte, plus les étendards de la résistance. Nous savons parfaitement où ils sont. La clé est au musée de Salon de Provence dans le sud de Marseille et les étendards de la résistance de Ben Nasser Ben Souhra se trouvent au musée des armées de Paris. Nous demandons à ce que ces biens qui nous appartiennent reviennent à l'Algérie, soit dans le musée algérien, soit à Alger, soit à la Goutte. J'ajouterais juste que cette question a beaucoup avancé, à la fois de l'autre côté et ici, puisqu'il y a de cela un an, mon ami Mohamed El Korso, qui est un des membres de la commission Histoire et Mémoire côté algérien, m'avait invité devant la commission. J'étais parti aux Archives nationales et j'ai tenu une réunion pendant pratiquement 2 heures avec tous les amis, où j'ai exposé ce que je viens de dire ici. Et j'ai donné des livres, j'ai donné des archives, et j'ai donné surtout 70 pages qui résument ce que je viens de dire, et notamment la question. Et les amis à l'époque avaient dit que le dossier va atterrir sur le bureau des plus hautes autorités du pays, en fait du président de la République, et je pense que ça a été fait. Et aujourd'hui, cette affaire de restitution des biens, les clés, c'est juste pour la Goutte, il y a tellement d'autres choses qu'il faut restituer. Le travail citoyen a été fait. Là s'arrêtent nos prérogatives. Maintenant, c'est l'État. C'est d'État à État, parce que ça nous dépasse. On ne va pas nous demander aux Français. Voilà. Et j'espère que l'année prochaine, on sera là pour fêter le retour de la clé des étendards et aussi des biens de l'émir. Merci beaucoup, M. Zahari Labtar. Avant de nous quitter, donc vos livres, nous avons ici Retour à Larouat, 1000 ans après Beni Hilal. Et bien sûr, Larouat, la ville assassinée ou le point de vue de Fromentin. Et Larouat, vu par des chroniqueurs, écrivains, peintres, voyageurs, explorateurs et conquérants. Voilà, c'est vraiment intéressant à lire et à voir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et au plaisir d'une autre rencontre, bien sûr, toujours autour de l'histoire de notre pays. À bientôt.